Le premier appel que je fais, c'est avec une personne qui me dit « Écoute Othman, j'ai 400 000 euros d'épargne, je souhaite revenir vivre au Maroc, comment tu peux m'aider là-dessus ?» On fait un premier appel ensemble, un deuxième, il me dit « Ok, je t'en prends 2. » Stony, ça fait à peu près 3 mois qu'on a lancé l'entreprise. Aujourd'hui, on a généré plus de 1000 leads. Beaucoup pensent qu'il y a une bulle immobilière autour de Marrakech. Moi, je trouve pas. Donc, il y a un deuxième confinement qui arrive et logiquement, on va à Marrakech. À ce moment-là, j'étais dans l'optique d'acheter mon premier bien en région parisienne. J'ai commencé à m'intéresser au marché de l'immobilier ici. Okay. Et c'est là où je me suis rendu compte que soit c'était très rentable, soit que je ne savais pas du tout poser mes chiffres. Othman Azouzi, bienvenue. Merci pour l'invitation. Très heureux de t'accueillir dans Next Wave Podcast. Je t'ai découvert il y a quelques mois. J'ai vu tes vidéos sur les réseaux sociaux, donc j'ai vu que tu parlais d'immobilier, j'ai vu que tu lançais une entreprise super intéressante, d'immobilier fractionné notamment, et tu vas nous expliquer tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un podcast très intéressant pour parler de plein de choses, parler d'immobilier bien sûr, des spécificités du marché marocain, comprendre ce que c'est justement que cet immobilier fractionné, revenir sur ton parcours aussi d'abord. Donc voilà, si le programme te convient, on va partir sur ça. Allons-y. Let's go. Est-ce que je peux d'abord te demander de te présenter ? Bien sûr, volontiers. Donc, je m'appelle Othman Azouzi, j'ai 28 ans, je suis né au Maroc à Mohammedia et je suis parti en banlieue parisienne lorsque j'avais 7 ans. Donc, j'ai grandi juste à côté de Paris, à l'île Saint-Denis, où je suis resté jusqu'à mon baccalauréat à peu près. Suite à ça, je suis parti à Lyon faire des études post-bac, où là, je me suis un petit peu cherché. Donc, j'ai fait un peu de communication, un DUT Tech Deco, pour au final finir sur une école de commerce, une première qui est l'IDRAC, et puis une seconde qui est l'ESCP. Tout ce parcours-là a été souvent jonché. En fait, je pense que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, sans vraiment le savoir, peu importe ce que je faisais dans ma life. Par exemple, lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais autour de 13 ans, j'adorais jouer aux jeux vidéo, mais j'avais toujours une approche entrepreneuriale du jeu vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, je jouais beaucoup à Dofus. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui jouent à Dofus. Ouais, j'ai adoré ce jeu. Je me suis éclaté pendant quelques années. Et en fait, bien évidemment, je prenais plaisir à jouer, mais pas seulement. Une fois que j'arrivais à un résultat satisfaisant d'un personnage, j'hésitais pas à revendre le personnage pour repartir sur quelque chose de nouveau. Sachant qu'en plus, il y a une espèce de marché dans Dofus avec une monnaie. Il y a tout un écosystème en fait qui est assez entrepreneurial. Exactement. Donc voilà, ça a commencé par les jeux vidéo et puis les week-ends, pour connaître la valeur de l'argent. Moi, je travaillais sur les marchés. Donc, je faisais ça tous les week-ends depuis que j'avais 14 ans. Collège, lycée Depuis mes 14 ans. Ah oui, d'accord. Depuis mes 14-15 ans, je travaillais sur les marchés pour me faire mon argent de poche. Économiser. Exactement. Et j'ai toujours essayé d'avoir des petits business à droite à gauche. Vendre des t-shirts floqués, des paires d'écouteurs que j'achetais en gros. Donc, je pense que j'ai toujours eu un petit truc d'entrepreneur dans l'âme. Et, un truc de commerce, en fait. Tout à fait. Ouais. Et ce qui fait que j'ai lancé ma première boîte assez jeune au final. En fait, lorsque je suis parti à Lyon, j'aimais bien la musique, j'aimais bien les événements. Et du coup, avec un ami, on a souhaité monter un petit projet associatif dans notre école. Et très rapidement, ce projet associatif est devenu une entreprise qu'on a développée pendant 4 à 5 ans. Ah oui, d'accord. Alors, elle faisait quoi l'association ? J'organisais des concerts, des festivals. Et du coup, c'était intéressant. On avait 3 marques événementielles et à la fin, on organisait des festivals de 15 000 personnes. Ok, quand même. Tu peux nous raconter un peu comment c'est passé depuis le début ? Parce que ça se lance comme une association. Donc, j'imagine que vous commencez par faire peut-être des soirées étudiantes, des événements. Comment on passe de ça à 10-15 000 personnes, sachant que je sais que le marché de l'événementiel est super compliqué. C'est difficile de remplir des salles de 10-15 000 personnes. Comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? Tout a été sur la com qu'on a travaillé. Et en fait, on a cherché à créer de l'engouement dès le départ. Donc, on a beaucoup joué sur la carte mystère. On s'est beaucoup appuyé sur des relais locaux, des personnes qui avaient une certaine popularité, pour pouvoir créer un engouement et créer du mystère autour de notre premier événement. Ce qui nous a permis de lancer notre marque directement. Et en fait, le premier événement qu'on a organisé, c'est un événement de 1300 personnes. Directement ? Oui, et qui a fait carton plein. Et c'est ça qui nous a permis de nous lancer et de développer cet asso qui est au final devenu une boîte. Et ça, c'est passé par des rencontres locales qui avaient déjà organisé d'autres événements, par exemple, et qui vous ont permis de connaître les bonnes personnes pour remplir ce premier événement. On s'est appuyé sur... Non, on a démarché par nous-mêmes, on s'est fait notre propre réseau au fur et à mesure. Donc, on a dû un petit peu jouer des coups de départ. C'était pas si simple que ça, mais au fur et à mesure, on a réussi à se faire accepter et avoir notre petit part de marché. Donc, c'est là où j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat, où j'ai appris plein de choses sur la finance, le marketing, le management, le recrutement, la logistique. Et du coup, j'ai fait ça pendant toutes mes études.
Ce qui fait que lorsque je suis arrivé à la fin de mes études, je n'avais toujours pas travaillé dans une entreprise. J'avais toujours bossé dans ma propre boîte. Mes stages, je les faisais dans ma propre boîte. Ouais. Et du coup, au final, je ne savais pas à quoi ressemblait le monde du travail. Donc, au bout de 4-5 ans, bon, je commençais à être un petit peu essoufflé de cette aventure et je souhaitais faire autre chose. Et initialement, je suis quelqu'un qui adore le marketing. Ok. Donc, j'ai voulu faire mon stage de fin d'études dans une boîte de marketing. Ok. Et du coup, j'ai fait ça chez Upfluence, qui est une boîte de marketing d'influence, mais qui est également une boîte de logiciels. C'était un SaaS, Software as a Service. D'accord. Et c'est ça, en fait, qui m'a mis dans le milieu des startups. Et quand j'ai fait cette expérience-là, j'ai juste adoré cette effervescence. Et je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Ok. Et donc là, c'était lancé directement d'une startup, entre guillemets, que tu as lancé, une entreprise, au monde des startups. Et si on revient juste une seconde sur cette entreprise d'événementiel, est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote, d'un événement qui t'a marqué ou de quelque chose qui t'a plu dans cette aventure? Je pense que la chose que j'appréciais le plus, c'est de créer des émotions. Ok. Et de réunir des gens autour d'une émotion commune. Et la musique, c'est quelque chose qui est assez particulier pour ça. Et du coup, ce que j'en retiens, c'est vraiment ça. C'est créer une émotion forte, créer du bonheur et voir le Créer une sourire. communion autour d'un événement. C'est ça, complètement. Ok, génial. Donc, si on avance un peu ensuite, donc, tu m'as dit que tu as rejoint Upfluence. Quel était ton rôle et comment ensuite ça s'est passé parce que je sais qu'ensuite, tu as aussi eu des rôles de business development représentative, de compte exécutive. Est-ce qu'on peut ensuite avancer sur ces rôles et comprendre un peu ce que ça t'a apporté? Yes, complètement. Du coup, juste pour finir sur cette expérience, cette première expérience entrepreneuriale, du coup, j'arrivais sur ce stage-là, je savais que je voulais faire autre chose, donc j'ai revendu mes parts à mes associés. Ok. Et du coup, chez Upfluence, lorsque j'arrive là-bas, j'arrive en tant qu'influencer analyste. Ok. Ce que ça voulait dire, c'était que je gérais des campagnes de marketing d'influence pour des clients. Donc, on avait des marques, majoritairement B2C, qui nous sollicitaient pour qu'on puisse pas seulement leur mettre à disposition notre outil, mais également qu'on les accompagne sur la campagne de marketing d'influence. Ok. Donc, on s'occupait de faire le travail pour eux. Et mon travail, c'était ça, du coup, pendant ces 6 mois. Donc, c'était une superbe expérience où j'ai découvert c'était quoi de travailler dans des grosses équipes, parce qu'on était une petite équipe dans mon équipe. Il y a combien de personnes? On était un peu moins de 10 personnes dans ma boîte événementielle. Alors que là, on était une soixantaine. Donc, avec des départements bien spécifiques, avec des chefs de pôle. Bizarrement, même si j'avais déjà une entreprise, c'est la première fois où je me suis vraiment senti au sein d'une entreprise parce que je sentais qu'il y avait une culture bien spécifique. En fait, j'avais l'impression de travailler avec des amis lorsque j'avais un boîte d'événementiel. Alors que là, j'avais plutôt des relations un peu plus professionnelles, entre guillemets. Alors que là, tu as vraiment rejoint un groupe avec ses valeurs, sa structure, etc. Complètement. En fait, j'ai commencé à comprendre c'était quoi de structurer une entreprise. On diabolise le salariat, mais je pense que c'est quelque chose d'excellent pour pouvoir apprendre des choses. Comment je vois le salariat, c'est t'es payé à apprendre. Ouais. Beaucoup se disent non, mais tu travailles pour un patron. Non, non, t'es payé à apprendre. T'as pas le stress de l'entrepreneur. C'est peu importe ce qui se passe, à la fin, c'est bien. Et tu bénéficies de justement l'histoire des autres, peut-être leurs erreurs, comprendre ce que tu ferais dans ton entreprise ou ce que tu ne ferais pas. Et donc j'imagine que ça t'a aidé ensuite par la suite. Exactement. Du coup, je finis ce stage-là. J'adore les startups. J'ai envie de continuer là-dedans. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'opportunités professionnelles à ce moment-là sur Lyon. Ça s'est beaucoup développé entre-temps. Du coup, je repars à Paris. Okay. Et à Paris, là, je tombe sur une boîte qui s'appelle Pledzi, qui est une autre entreprise de logiciels de marketing automation, où là, je tombe amoureux du produit, je tombe amoureux de la culture d'entreprise, je tombe amoureux de l'équipe en soi. Là, c'était un SaaS aussi? C'est un SaaS également. Ok. Mais ils n'ont pas de place au marketing. Mais ils veulent à tout prix qu'on bosse ensemble, et moi aussi, j'ai à tout prix envie de bosser avec eux. Le seul poste qu'ils avaient, c'était un poste de commercial. Parce que toi, en tête, avant d'arriver, c'était bien clair, marketing. C'était notamment ce que tu avais étudié. Tu en avais fait un peu chez Upfluence. Ouais. Et donc, ok. Et donc là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc, on me dit, on n'a qu'un seul poste de commercial. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de commercial, c'est un métier sur lequel j'avais énormément de préjugés. Ouais, beaucoup de gens en ont alors que c'est... Je voyais ça comme un métier de vendeur de tapis, où il faut avoir du bagou. Je voyais ça d'un mauvais œil, mine de rien. Parce que moi, ce qui m'éclatait dans le marketing, c'était l'analyse de data. C'était analyser de la donnée pour pouvoir prendre des décisions. Du coup, le deal, c'était
je fasse 1 an dans l'équipe marketing, enfin dans l'équipe commerciale, avant de switcher dans l'équipe marketing. D'accord, c'était le plan initial. C'était le plan initial. Et au final, je me suis pris au jeu. J'ai adoré ce métier, je suis tombé complètement fou amoureux de la vente. Qu'est-ce qui t'a plu? Alors en fait, je me suis rendu compte que c'est un métier qui est très technique, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un métier où il faut être beaucoup dans l'analyse, justement, et que surtout avec l'avènement d'Internet et des outils technologiques aujourd'hui, c'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup de data, beaucoup de choses à optimiser. Ok. Est-ce que alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette expérience en vente. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer pourquoi il y a la data, comment elle est utilisée, et est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les best practices d'un vendeur, d'un commercial, pour nous faire un petit crash course pour quelqu'un qui veut se lancer dans ça ou qui veut comprendre comment on vend bien? Ok. Très brièvement, contrairement à ce qu'on peut penser, vendre, c'est pas parler. Vendre, c'est écouter. C'est plus tu vas écouter, plus tu vas pouvoir capter ce dont ton prospect ou ton client a besoin pour pouvoir lui apporter la bonne solution. En fait, le but lorsque tu fais une vente, c'est de creuser l'écart entre une situation initiale et ce que toi, tu vas proposer. Et plus l'écart il va être grand entre sa situation actuelle et la situation future, plus tu as de chances de réaliser ta vente. D'accord. Et pour arriver à ça, Il faut comprendre les deux il situations. faut comprendre exactement les deux situations en détail et pouvoir lui expliquer de la manière la plus simple possible. Parce qu'un changement, ça crée toujours un frein, mine de rien. Donc, il faut que ce choc il soit brutal en termes de résultats, mais pas en termes de procédé. Ok. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'écoute. Écoute. Et donc, ça, c'est vraiment sur la partie vente pure lorsque tu discutes avec les personnes. Mais avant que tu puisses discuter avec des personnes qui ont des besoins, il y a tout un monde, il y a tout un travail. Il faut préparer des listes de personnes à prospecter. Donc, il faut savoir exactement qui sont tes cibles, à qui tu peux t'adresser. Ces personnes-là, il faut trouver leur nom, leur prénom, les boîtes cibles dans lesquelles elles travaillent, leur email, leur numéro de téléphone. Et puis, il faut les prospecter. En sachant que tu te bats comme sur les réseaux sociaux pour leur intention. Ok. Donc, c'est comment tu te débrouilles pour sortir du lot, pour que lorsqu'ils ouvrent leur boîte mail, ils aient envie de cliquer sur ton mail, de l'ouvrir et surtout de te répondre pour te donner un rendez-vous. Et tout ça, on pense que c'est très simple, mais c'est un métier qui est très, très, très complexe. Et qu'aujourd'hui, ce qui est super intéressant en vente, c'est que ça devient un métier de spécialiste. Ok. C'est qu'on va avoir des personnes qui vont se spécialiser sur chaque étape du tunnel de vente. Des personnes qui vont être spécialistes sur comment on va approcher des personnes pour un premier contact, des personnes qui vont être spécialistes pour comprendre un besoin, des personnes qui vont être spécialistes pour signer le client et des personnes qui vont être spécialisées pour l'aider à grossir au sein de l'entreprise et prendre de plus en plus de produits, de plus en plus de services. Est-ce qu'il peut y avoir même des spécialisations entre les canaux? C'est-à-dire le spécialiste du mailing, le spécialiste de l'acquisition Complètement. Ok. Plus on va être sur des structures qui vont être grosses, plus on va pouvoir sur-spécialiser des personnes. Ok. Et donc, il y a plein de nouveaux métiers qui sont développés, comme par exemple le sales operation. C'est une personne dont le métier va être uniquement de analyser des données à grande échelle et de optimiser des petites étapes du parcours d'un commercial pour pouvoir réaliser une vente. Donc, comment optimiser quelques clics sur un outil, un CRM, pour pouvoir passer moins de temps. Et au final, si tu réussis, par exemple, juste en faisant optimiser quelques clics par jour, et que mis bout à bout, ça va peut-être faire économiser, je dis n'importe quoi, entre 5 et 10 heures à un commercial. Quand tu as 40 commerciaux et quand tu ramènes ça en coût par heure, bon, bah, tu commences à faire des sacrées économies en tant que chef d'entreprise. Du coup, pour revenir à ce que je disais, je me suis rendu compte que c'est un métier où il y a beaucoup d'analyse. Pas seulement sur la manière dont on parle avec un client, mais également sur tout l'amont et sur tout l'après. Du coup, j'ai juste adoré ce métier. J'ai fait 1 an et demi à peu près chez Pledzi et je souhaitais grandir dans cette entreprise. Il n'y avait malheureusement pas la place pour moi. Du coup, je me suis fait approcher par Textmaster, qui est une boîte du startup studio eFounders, qui maintenant s'appelle Exa Studio, je crois. Ça s'appelle Exa, ouais. Et du coup, qui est la première boîte de ce startup studio à avoir réalisé son exit et où je suis rentré en tant que Head of BizDev. Alors, qu'est-ce que fait Textmaster pour comprendre un peu mieux et ce rôle, comment il a changé entre Pledzi et Textmaster? Alors, Textmaster, c'est à nouveau une entreprise de logiciels. Bon, là, il y a une continuité. Il y a quand même une continuité là-dedans. Donc, c'est à nouveau une entreprise de logiciels, de traduction cette fois-ci. Du coup, qu'est-ce qui a changé dans ce rôle? C'est que j'ai dû tout réapprendre. En fait, je suis arrivé dans un job où on m'a laissé carte blanche pour faire absolument tout ce que je souhaitais. Pour pouvoir recruter les personnes que je souhaitais, pour pouvoir mettre en place les outils que je souhaitais, les process que je souhaitais. Et je pense que dans mon expérience salariale, c'est l'expérience que j'ai le plus appréciée parce que c'est ce qui se rapprochait le plus d'une expérience entrepreneuriale pour moi. Parce qu'il y avait tout à faire. Il y avait absolument tout à faire. Okay. En fait, la boîte était déjà bien en place. Lorsque je suis arrivé chez Textmaster, la boîte avait déjà 7 ans. Elle venait de réaliser son exit.
mais la fonction BizDev n'était pas Si elle était bien développée, je reprenais un rôle qui était déjà en place, D'accord. mais où il y avait beaucoup de choses à optimiser, beaucoup de choses à améliorer. Quels sont les changements que tu as pu faire en arrivant? Ça a été sur tous les outils de sales, notamment sur les processus, sur la manière d'approcher. Initialement, c'est une boîte qui faisait beaucoup de mailing pour la première touche, pour pouvoir créer des premiers contacts avec des prospects. J'ai transformé ça vers une approche beaucoup plus omnicanal pour faire du calling, du LinkedIn, du mailing, en mettant bien évidemment de la data pour pouvoir prendre des décisions et optimiser tout ça. C'est également quelque chose où j'ai pu surspécialiser certaines séquences pour qu'on puisse approcher au mieux et avoir vraiment une touche hyper personnalisée lorsqu'on approche nos prospects pour sortir du lot. On revient sur ça parce que je pense qu'il y a du jargon surspécialiser les séquences, c'est-à-dire les séquences de contact prospection, tout et à de fait. discussion. Donc, en Ok. fait, Et les surspécialiser, c'est-à-dire en fonction du type de prospect, c'est ça? Du type de prospect, de l'industrie, on va... Donc segmenter et spécialiser. Exactement. Donc le message va être différent selon la personne à qui on s'adresse dans la boîte, selon ce qu'elle vend en termes d'entreprise. Et le but, en fait, c'est de donner l'impression qu'on écrit le message pour la personne, mais à l'échelle. D'accord. Parce que si je cherche à écrire à toi directement, je vais savoir quoi te parler. Ouais. Je vais savoir Mais ce on que n'a tu pas aimes. le temps forcément de surspécialiser avec du temps pour chacun parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Alors comment on fait du coup pour se personnaliser au maximum sous contrainte du coup? Eh bien, il faut réfléchir à qui est la personne et qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre elle-même. D'accord. Et ensuite, essayer de lier ça sur un axe commun avec des personnes dans son secteur et dans son rôle qui ont les mêmes problématiques. Et lorsque je comprends les problématiques de la personne, les problématiques en règle générale d'un rôle à un autre au sein d'une société qui se ressemble sont plus ou moins les mêmes. Ok. Et lorsque tu cherches à les adresser, lorsque tu parles avec la personne, tu aiguises son intérêt, tu cherches à lui résoudre son problème, tu démontres également que c'est des problèmes que tu as déjà pu résoudre pour d'autres confrères, d'autres concurrents de la secteur de l'activité. Et ça aiguise de l'intérêt et c'est ça qui permet de générer des premières interactions. C'est super intéressant. Donc on peut en fait personnaliser par sous-groupe et Complètement. utiliser des références par sous-groupe. Enfin, je veux dire segmenter comme ça. C'est super intéressant. Ok. C'est ça. Du coup, je suis resté à peu près 2 ans et demi Chez Textmaster. où je me suis éclaté. Puis, je souhaitais faire autre chose. Donc, je suis arrivé chez HubSpot, qui est un des leaders sur des CRM. Donc, CRM, c'est des solutions logicielles à nouveau qui permettent de piloter une entreprise dans sa globalité sur la partie marketing, Ouais, vente, c'est service client, opération. Donc, en règle générale, les plus gros qu'on connaît sont Salesforce et HubSpot. Et HubSpot, c'est un très gros acteur. Je voyais que tu disais que après Textmaster, tu avais beaucoup de propositions pour des rôles très management, très high level. Pourquoi tu as choisi HubSpot? Qu'est-ce que ça allait t'apporter? Et voilà, qu'est-ce que tu voulais aller chercher là-bas? Très bonne question. En fait, ça faisait partie d'une conjoncture bien spécifique dans ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'étais chez Textmaster, en même temps, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, on s'est tous retrouvés confinés. Ah d'accord, donc ça c'était 2019. Tu as fini Textmaster à fin 2019, début 2020? Je crois que c'était... J'ai fini en 2022. 2022, j'ai fini Textmaster. Mais c'était encore période Covid. C'est ça. Ok. Grosso modo, le Covid arrive. Je fais le premier confinement à Paris. C'était juste horrible. Moi, j'ai pas du tout apprécié le confinement. Moi, je me suis échappé directement. Ouais, moi, j'ai pas pu. J'ai pas pu, surtout que je devais vraiment aller au Maroc, je pense, le lendemain de l'annonce du confinement. D'accord, ok. Donc, Moi, je dis à mes parents. Ce qui m'est arrivé, c'est un peu similaire. Je suis parti le lendemain de la fermeture des frontières, mais je suis passé par le Portugal. Ah, chanceux. Et mon vol du Portugal à Casablanca, c'était le dernier vol à partir. Donc, voilà. Ça a eu beaucoup de chance. Mais il y a eu plein d'histoires comme ça. Ok, pardon. Du coup, premier confinement à Paris, j'apprécie pas du tout. Et je dis à mes parents, écoutez, s'il y a un deuxième confinement, on va se confiner au soleil. On va aller à Marrakech directement. Parce que même mon père, il est de Marrakech. Donc, on a toujours notre petite maison de vacances ici, etc. Donc, il y a un deuxième confinement qui arrive. Et logiquement, on va à Marrakech. Et en fait, lorsque on est venu à Marrakech, à ce moment-là, j'étais dans l'optique d'acheter mon premier bien en région parisienne. Vu que j'ai toujours grandi là-bas, je me suis dit, en général, on achète autour de chez soi. Sauf que quand je suis arrivé à Marrakech, j'avais cette idée de acheter. Et vu que je ne pouvais pas acheter en France, c'était bloqué. J'ai commencé à m'intéresser au marché de l'immobilier ici. Okay. Et c'est là où je me suis rendu compte que soit c'était très rentable, soit que je ne savais pas du tout poser mes chiffres. Heureusement, c'était la première option.
Quel est le problème? Il faut trouver le loup, comme on dit. Exactement. Donc, j'ai voulu tester le marché avec un premier produit. Donc, j'ai pris un petit appartement, clé en main, qui tournait déjà sur les plateformes de courte durée. Un petit appartement dans le centre de Guillis de 37 mètres carrés que j'avais acheté pour un très bon prix parce que c'était en Covid et du coup, il y avait des besoins de financement. Okay. C'est un appartement de 37 mètres carrés que j'ai acheté 46 000 euros. Je dis souvent 50 000 euros sur les réseaux sociaux, mais juste parce que je suis obligé des fois de surgonfler parce que les gens n'y croient pas. 37 mètres carrés pour 46 000. 46 000 euros, ok. 46 000, 460 000 dirhams. Je fais un rapport de 10 pour 1. Imbattable, ouais, ok. Mais excellente affaire. Oui, donc encore moins que 46 000 euros, ok. Excellente affaire. Du coup, je teste le marché comme ça et ça fonctionne très bien. Sauf qu'il y a la fin du Covid qui arrive. Du coup, les prix ils remontent automatiquement. Sauf que moi, j'avais goûté à cette rentabilité-là. Donc, je souhaitais avoir exactement la même chose. Et je n'arrivais pas à la retrouver. Donc, j'ai dû chercher des solutions pour pouvoir trouver des produits aussi rentables. Et la solution que j'ai trouvée, c'est la division de l'eau. Ce qui se fait beaucoup en France. Ok, alors avant d'arriver à la division de l'eau, parce que c'est super intéressant, j'ai envie que tu nous expliques comment tu as fait ça, parce que tu as développé vraiment une vraie expertise sur ça. J'ai vu que tu comptes tu l'as fait plusieurs fois et tu vas le faire encore. Ce premier projet, c'était ton premier projet en immobilier. Comment tu t'y es pris? Comment tu l'as trouvé? Je comprends que tu as fait de la courte durée du coup ensuite, et c'était un appartement qui faisait déjà de la courte durée. Est-ce que tu peux nous raconter ce premier projet? De manière très simple, je me suis tourné vers des agences. J'ai trouvé une agence qui m'a proposé ce produit-là. Je l'ai visité, je l'ai trouvé sympathique. Je l'ai acheté directement dans la foulée. Tu te dis c'est super intéressant. C'est ça. Allons voir. Okay. Exactement. Donc ça n'a pas été compliqué. Et sur la gestion ensuite, c'était quelque chose que tu avais déjà fait ou tu l'as fait toi-même? Tu as appris J'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas à gérer un bien. Et justement, c'est ça qui m'a poussé à vouloir en faire plus parce que je me suis rendu compte que ça ne prenait pas tant de temps que ça. Mais juste pour revenir sur pourquoi du coup je suis allé chez HubSpot, parce que chez Textmaster, je travaillais comme si c'était mon entreprise. Premier arrivé, dernier à partir, super investi. Pour moi, c'était ma boîte. Hein. Ouais. C'était ma boîte. Même si je n'avais pas d'action, c'était mon entreprise. Je m'éclatais à développer cette boîte-là. Du coup, étant donné que je souhaitais accélérer sur mes revenus passifs, ma liberté financière, entre guillemets, je savais que si je prenais un rôle aussi prenant que mon rôle de directeur commercial chez Textmaster, ça allait être très compliqué. Surtout que Textmaster en fait, m'a demandé de revenir à Paris. Okay. Donc, je suis reparti à Paris. Mais du coup, je loupais pas mal d'opportunités ici. Et je sentais que le marché était en effervescence et qu'il fallait vraiment que je profite de cette opportunité-là. Donc, ça a été un choix stratégique de me dire, bon, je vais rentrer dans une entreprise qui est très reconnue, ce qui est assez sympa pour le CV. Je vais prendre un rôle plus opérationnel avec un meilleur salaire pour pouvoir réaliser plus d'investissements, avoir plus de capacité d'épargne, etc. Mais qui t'offrait aussi la flexibilité de continuer à entreprendre et investir. Une flexibilité comme j'en ai jamais vu. Télétravail illimité. Okay. 3 mois par an, tu peux travailler partout dans le monde, peu importe ta time zone. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a permis de faire des dizaines et des dizaines d'allers-retours pour pouvoir investir dans l'immobilier ici. D'accord. Et c'est ça qui m'a vraiment permis d'accroître mon parc immobilier pour maintenant quitter mon job et lancer Stonies. Génial. Avant d'arriver à Stonies, qui du coup nous intéresse, on a envie d'en apprendre davantage, est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as fait donc depuis ce premier appartement jusqu'à la création de Stonies pour comprendre un peu l'évolution? Alors, comme je disais, j'ai goûté à de la rentabilité qui était très belle et je souhaitais rester sur la même lignée. Sauf que lorsque je cherchais des studios, les studios, c'est le produit le plus demandé sur le marché. Donc forcément, c'est celui où le prix au mètre carré va gonfler le plus rapidement. Et en fait, vu que c'est un produit qui est énormément acheté... Mais sachant que, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais sachant que c'est un produit qui historiquement est peu présent dans les villes au Maroc, parce qu'il y a beaucoup plus d'appartements de 2, 3, 4 chambres que de studios. Complètement. En fait, Airbnb a changé la donne. Airbnb a permis de lancer la location courte durée d'un point de vue propriétaire. En fait, aujourd'hui, un particulier peut se transformer en petit hôtelier. C'est ça la force de Airbnb. Et du coup, ça a créé une nouvelle dynamique, des nouveaux modes de consommation qui ont créé des nouveaux usages. Donc, par exemple, dans le centre de Marrakech, historiquement, les immeubles étaient construits pour des familles. Donc, il y a très peu de studios. Donc, forcément, forte demande, peu de produits, les prix montent automatiquement. Donc, les rentabilités beaucoup plus faibles sur des studios. Mais moi, je ne voulais pas ça. Donc, je me suis dit, bon, comment je peux recréer des studios? Et je continuais de me former et je voyais qu'en France, la division de l'eau, c'est quelque chose qui se fait énormément. Prendre une maison et la recouper en 2 ou 3 appartements, par exemple. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est possible de le faire également au Maroc? Alors, c'est possible, mais pas d'un point de vue cadastral. Ok.
Par exemple, ce qui se fait beaucoup au Maroc, on regarde n'importe quelle ville, souvent, une famille va construire un R+2. Ils vont se prendre un étage pour eux. Et lorsque les enfants vont partir, ils vont louer les autres étages. On peut faire exactement la même chose, mais en changeant le mode d'exploitation, en faisant ça sur des appartements. D'accord, donc ça reste un appartement d'un point de vue cadastral, mais par contre, tu vas créer des unités à l'intérieur. Exactement. D'accord. Et donc, j'ai commencé à faire la division de l'eau. Je l'ai fait dans 2 appartements dans le même immeuble dans le centre de Guilise, 2 appartements de 80 mètres carrés que j'ai divisés en 2 appartements distincts. Et je me rends compte que ça fonctionne très bien. Et en fait, initialement, lorsque j'ai démarré la location courte durée, j'étais sur des produits entrée de gamme. C'est-à-dire des biens assez bien décorés, mais qu'on va louer aux alentours de 40-50 euros la nuit et qui vont se louer vraiment tout au long de l'année. Toute l'année, avec des taux de remplissage de plus de 90%, quelque chose de très simple. Donc, je réalise ces 2 projets de division. Tout mon parc immobilier se loue très bien, mais je commence à améliorer ma vision au fur et à mesure. Donc, je me suis dit, bon, et si je monte en standing, est-ce qu'il y a également une clientèle là-dessus ? Donc, je refais un projet de division où là, je monte un petit peu en standing et c'est plutôt des nuitées que je louais aux alentours de 60-70 euros. Et en effet, il y a également une clientèle sur du moyen standing plus. Et là, je souhaitais refaire des projets et je me suis dit, est-ce que si je fais du haut de gamme, il y a aussi une clientèle ? Toujours en division. Toujours en division. Et là, du coup, je prends un appartement de 227 mètres carrés que je coupe en 3 suites distinctes. Plus, je mets une expérience de type spa, jacuzzi. Je fais une décoration très minimaliste, très épurée. C'est des appartements que je loue entre 80 et 100 euros la nuit en moyenne. Et ça, comment tu t'y es pris ? Donc, tu as pris un appartement qui était assez classique, assez grand, type familial. Et là, tu as fait des travaux, tu as divisé en unités et tu as mis dans chacun ce service, ce jacuzzi qui permet de donner cette expérience luxueuse. Exactement, exactement. En fait, je suis tombé sur une ruine qui était fermée depuis 5 ou 6 ans. En fait, au Maroc, les personnes achètent soit sur plan, soit des biens qui sont déjà finis. C'est rare qu'ils se lancent dans de la rénovation. Et en fait, c'est une très très belle opportunité de marché. Pourquoi ? Étant donné qu'ils ne se lancent pas dans des projets de rénovation, lorsque c'est des biens qui sont à remettre au goût du jour, ça a du mal à se vendre. D'accord. Donc lorsque ça a du mal à se vendre, toi, tu peux arriver avec un pouvoir de négociation. Et si on met tout bout à bout, donc des biens qui ont du mal à se vendre, sur lesquels tu as un pouvoir de négociation, auquel tu rajoutes un mode d'exploitation qui va être la location courte durée, auquel tu rajoutes un mode de travail différent qui va être la division, ça, mis bout à bout, ça te permet de gagner à chaque fois tes points de rentabilité supplémentaires, qui fait que tu arrives sur des produits demandés qui sont des studios, très bien décorés, où tu vas chercher à créer une expérience pour créer de l'émotion, ce qui va faire que tu vas pouvoir améliorer non seulement ton prix à la nuitée, mais également ton taux de remplissage. Ok. Et tout ça fait que tu as les meilleurs produits du marché qui se démarquent de la concurrence parce que tu as tout recréé. Ok, très intéressant. Très intéressant. Ok, donc tu fais ces projets-là qui marchent super bien, que tu mets à la location. Comment tu passes de ça, qui est en fait de l'investissement, même si tu es allé assez loin quand même et tu as pu développer une expertise, sur le côté en ayant un autre métier, à lancer ton entreprise et te spécialiser dans ça. Quel était le cheminement et comment tu t'es lancé ? En fait, lorsque je commençais à parler à mes collègues ou mes amis en France de mes investissements, ils trouvaient ça tellement intéressant qu'ils me disaient bah, tiens, prends mon argent et investis à ma place. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que les conditions de financement pour des non-marocains sont assez complexes. Il faut 30% d'apport, plus les frais de notaire. Les travaux de rénovation, contrairement en France, ne sont pas finançables au Maroc. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence du coup entre les conditions pour des Marocains et des non-Marocains pour l'investissement ? Complètement. Donc pour des Marocains, lorsqu'on souhaite avoir un financement, on peut obtenir des accords à 10% d'apport, plus les frais de notaire. Pour des non-marocains, en règle générale, ça va être 30% d'apport, plus les frais de notaire. Sauf qu'en France, par exemple, les travaux de rénovation, c'est quelque chose qu'on peut emprunter auprès de la banque. Ouais. Au Maroc, non. Les seuls pour les deux, que pour les Marocains ou non-marocains. Complètement. Les seules choses qu'on peut emprunter au Maroc, ce sont les travaux pour la construction. Ok. Ce qui est différent. Donc en fait, sur le produit que je réalise le plus, parce que je fais également de la construction, mais sur les produits que je réalise le plus, qui sont les appartements, en fait, des travaux sur un projet de division, c'est entre 45 et 70 000 euros selon ce qu'on met dedans. Ce qui peut représenter en fait peut-être 50 ou 70% du prix du bien parfois, parce que c'est une rénovation qui est importante. Donc oui, ça représente beaucoup de fonds.
Donc en fait, sur un projet de division, en règle générale, lorsque tu n'es pas marocain, même lorsque tu es marocain, il faut au minimum 100 000 euros d'épargne, 100 000 euros de cash mis à disposition. Déjà, ça limite les personnes qui peuvent investir. Complètement. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir 100 000 euros sur son compte en banque. Et en fait, l'idée première de Stonies, c'était de, OK, là j'ai un problème. Des personnes qui ont 100 000 euros sur leur compte en banque, ça court pas les rues. Comment je peux aider n'importe qui à investir dans l'immobilier au Maroc? Parce que l'immobilier au Maroc, c'est très rentable, mais c'est pas tout le monde qui a cette somme sur son compte en banque. Donc l'idée première de Stonies, c'était de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Et pour ça, on va faire de l'immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, c'est quoi? Ça permet d'acheter des parts dans des projets immobiliers où tu vas recevoir comme des sortes de loyers qui sont définis à l'avance parce qu'on va analyser en amont le produit et qu'on va garantir avec des contrats. D'accord. Alors, si on rentre pour bien comprendre l'immobilier fractionné, donc ça permet à beaucoup de gens d'investir. Quel est le montant minimal pour investir en immobilier fractionné? Parce qu'on disait, oui, il faut des enveloppes de 50, 100 000, 150 000 pour acheter un appartement, potentiellement le rénover, le mettre sur le marché. En immobilier fractionné, quel est le montant minimal? Si on rentre un peu plus dans les détails, comment ça se passe? Est-ce que ces personnes-là détiennent une partie du bien et donc reçoivent des loyers, ou c'est d'autres mécanismes? Comment c'est organisé? Chez Stonies, on peut investir en immobilier fractionné à partir de 1 000 euros, même si la moyenne d'investissement elle est plus aux alentours de 8 à 9 000 euros en règle générale. Quand on achète de l'immobilier fractionné, on n'est pas propriétaire d'une partie du bien. C'est Stonies qui est propriétaire du bien. Et en fait, l'investisseur a un titre financier au même titre qu'une action. Donc c'est un titre de dette, une obligation? On appelle ça une obligation. D'accord. Exactement. Donc on met en place une obligation. Donc c'est un placement financier adossé à l'immobilier. Donc initialement, Stonies, c'était ça. On démocratise l'accès à l'investissement immobilier. On vous permet d'acheter, en tout cas d'investir dans de l'immobilier au Maroc depuis votre canapé, peu importe votre budget. Okay. Et puis la boîte s'est beaucoup développée entre-temps. Et on est arrivé sur d'autres formes d'investissement, comme le clé en main ou le co-investissement. Donc, pour reprendre, le clé en main, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe d'absolument tout pour le client, de bout en bout. On lui trouve son bien, on lui démontre la rentabilité. Ça, c'est très important pour nous parce qu'on est nous-mêmes investisseurs. Et donc, on n'a pas un positionnement d'agence immobilière. D'accord. On est vraiment une boîte d'investissement immobilier qui aide les investisseurs à investir leur argent. Donc, c'est très important pour moi que lorsqu'on propose une opération immobilière, on démontre la rentabilité. Donc, une fois qu'on démontre la rentabilité, s'il y a besoin d'un financement, on trouve un financement. On s'occupe de toute la paperasse administrative. On co-construit le projet d'un point de vue architectural avec nos clients. On négocie les deux avec les artisans. On réalise le suivi de chantier, la décoration, l'ameublement et la gestion locative. Notre promesse, à nouveau, c'est de pouvoir aider n'importe qui à investir dans l'immobilier au Maroc, et plus spécifiquement à Marrakech, depuis son canapé directement. Ok, donc ça, c'est pour des profils un peu différents. Peut-être qu'ils font de l'immobilier fractionné ou pas, mais qui veulent aussi investir directement dans un appartement. Et par contre, soit ils n'ont pas le temps, soit ils sont à l'étranger, et donc vous les aidez. Est-ce qu'on peut rapidement reprendre toutes ces étapes et que tu nous expliques un peu comment vous faites chez Stonies, sans forcément entrer dans le détail, mais de la recherche de l'appartement jusqu'à, je pense, la gestion aussi, parce que je comprends que vous faites aussi ensuite la gestion locative, etc. Quelles sont les grandes étapes et comment vous vous en occupez? Ok. La première partie, ça va être le sourcing. Donc sur la partie sourcing, on a une personne en interne dont le métier, c'est uniquement ça. C'est être en relation avec nos partenaires, mais également pouvoir aller prospecter en direct pour trouver des opportunités. Okay. Une fois qu'on trouve les opportunités, on va venir les présenter ou leur entrer dans notre book. On va venir les présenter auprès de nos clients. En fait, on a deux façons de travailler sur la partie clé en main. Soit on lance des recherches spécifiques pour nos clients, soit on leur présente ce qu'on a de disponible sur le moment. Donc, une fois qu'on présente les opportunités, dès que le client décide d'acheter le bien, on va aller négocier le bien pour lui, en plus de démontrer la rentabilité. On négocie le bien pour lui. Une fois qu'on se met d'accord avec le vendeur sur un tarif, on va aller gérer toutes les étapes administratives du bien. Donc en fait, le but, c'est que nos clients nous signent une procuration, que nous, on aille signer à leur place. De cette manière, ça leur évite des déconvenus de faire beaucoup d'allers-retours pour pouvoir signer un compromis, puis un acte définitif de vente, puis des papiers à légaliser. Donc comme ça, ils viennent une fois et par la suite, on s'occupe de tout pour eux. Donc pendant toute cette phase-là, on va signer le compromis et on va avoir l'acte authentique de vente. On va avancer sur le projet architectural.
Donc, on a des architectes en interne qu'on fait collaborer et qu'on va mettre en relation avec nos clients pour pouvoir co-construire le projet d'un point de vue architectural. Donc, le but, c'est qu'on soit force de proposition, mais qu'on travaille en cohésion et en collaboration avec le client pour arriver à un résultat qui lui satisfait et qui en même temps s'appuie sur notre expertise de savoir qu'est-ce qui fonctionne dans la location courte durée pour qu'on puisse l'exploiter derrière. D'accord. Donc il y a une co-construction comme ça du projet avec le client. Ok. Exactement. Et le but, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur tous les éléments et qu'on ait fixé tous les plans d'exécution avant la signature de l'acte authentique de vente pour que derrière, par la suite, on puisse balancer les travaux, commencer à exécuter et quelques mois plus tard, démarrer la location courte durée. Super intéressant. Et vous, donc Stonies, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quel est votre business model? Comment, dans cette chaîne-là, vous vous rémunérez? Parce qu'il y a un accompagnement justement des clients. Quel est votre business model? Aujourd'hui, le business model, il va dépendre de qu'est-ce qu'on vend. Selon que ce soit du co-investissement, du fractionné ou du clé en main, on ne se rémunère pas du tout de la même façon. Sur le clé en main, on a des frais fixes de gestion de projet qui sont de 20 000 € qui permettent d'avoir le service de bout en bout. On se rémunère à hauteur également de 20% sur le montant négocié du bien. Je donne un exemple. Imaginons qu'on cherche un riad à 200 000 €, qu'on le négocie à 150 000 €, ce qui réalise une économie de 50 000 € pour le client. On se rémunère à hauteur de 20% là-dessus, ce qui représente 10 000 €. Le but, en fait, c'est vraiment de venir aligner les intérêts avec nos clients et surtout que notre client puisse gagner de l'argent grâce à notre connaissance et expertise du marché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent au doigt mouillé en ayant l'impression de faire une bonne affaire, mais sans savoir réellement c'est quoi une bonne affaire, sans savoir c'est quoi un bon prix au mètre carré, selon un quartier précis, une rue précise et l'état d'un bien en particulier. Et nous, ça, c'est notre métier. C'est ce qu'on sait faire. Et la dernière partie sur laquelle on se rémunère, c'est sur la gestion locative, où on a notre propre conciergerie internalisée. Et là, on est sur 20% du loyer généré. D'accord, ok, super intéressant. On n'est pas revenu sur la troisième offre que vous avez, je pense, de co-investissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le co-investissement, ça permet également d'acheter des parts dans des projets immobiliers, sauf que cette fois-ci, il y a cette notion de propriété. En fait, Stonies, on est très à l'écoute de notre marché. Donc, initialement, on a démarré par le fractionné. Et en fait, j'ai ouvert un calendrier sur mon agenda qui permet de prendre des rendez-vous directement avec moi juste pour que je puisse parler à quelques personnes de ma communauté, comprendre qui ils sont, leurs besoins, etc. Le premier appel que je fais, c'est avec une personne qui me dit « Écoute Othman, j'ai 400 000 € d'épargne, je souhaite revenir vivre au Maroc. Comment tu peux m'aider là-dessus ?» Donc je me suis dit « Bon, allez, on n'a pas encore lancé Stonies, je suis en cours de préparation. Bon, je vais réfléchir à une petite offre pour pouvoir accompagner cette personne-là. » Donc je construis une offre de clé en main. Ok. On fait un premier appel ensemble, un deuxième, il me dit « Ok, je t'en prends 2. » Je me dis « Ok, super. » Bon, bah, je me dis « Ça met du beurre dans les épinards, ça me permet de pouvoir passer ma transition de salarié. » Donc ça reste une offre annexe en fait au début. Initialement, c'était pas censé être C'était pas le cœur du métier. Pas du tout. Initialement, c'était vraiment Stonies, on fait du fractionné. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande tellement forte sur le projet clé en main qu'avec mon associé Jonathan, on s'est dit « Bon, bah, ça va devenir un service de Stonies au final. » D'accord. Et en fait, toujours pareil, en écoutant le marché, en discutant avec pas mal de personnes, lorsqu'on explique le concept du fractionné, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre qu'ils vont gagner de l'argent sans être propriétaires d'un bien, que ce soit un titre financier, et qui ont vraiment cette forte notion de propriété. Et c'est pour ça qu'on a développé le co-investissement. Donc le co-investissement, ça permet d'acheter des parts dans des projets immobiliers. Grosso modo, comment ça se passe? On va réunir des investisseurs qui ont le même objectif financier, soit du rendement locatif, soit de l'augmentation de capital avec de l'achat-revente, ou alors un mix des deux. Combien d'investisseurs? Une dizaine ou beaucoup plus? Ça va être entre une dizaine et une vingtaine par projet. D'accord. Donc c'est un modèle comme les modèles un peu d'amicales qui se font entre des amis ou dans des familles, mais réunis sur des projets communs avec des intérêts communs. Ok. Exactement. Donc ça peut être un groupe d'amis qui monte un projet de co-investissement, mais aussi des personnes qui ne se connaissent pas. D'accord. Et le but de Stonies, c'est de réunir ces personnes-là et de s'occuper de toute la structure juridique, mais également de tout l'accompagnement opérationnel derrière. Et donc, grosso modo, comment ça se passait? Lorsqu'on va réunir des investisseurs, je te donne un exemple. Imaginons que toi, tu as 20 000 € à investir, qu'on est sur un projet de 200 000 €. On va te réunir avec 12 investisseurs jusqu'à arriver à la somme donnée. Et toi, en fait, tu vas être actionnaire d'une société au prorata de ton investissement sur le projet, qui va être de 10%. Donc, imaginons qu'on soit sur un mix de location pendant 1 an et ensuite de pouvoir revendre le bien. Tu vas toucher 10% du cash flow des loyers et également 10% de la plus-value à la revente. Et toute la partie de mandat social, donc pour pouvoir gérer la société, est gérée par Stonies. Donc Stonies, en fait, d'un point de vue opérationnel, peu importe le produit qu'on propose, du fractionné, du co-investissement
ou du clé en main, ça représente toujours la même chose pour nous. On trouve une opportunité, on l'analyse, on la propose, on s'occupe de la gestion opérationnelle, donc de suivi de chantier, etc., de la décoration, de l'ameublement et de la gestion locative. Ok. Donc le but, en fait, chez Stonis, c'est que peu importe où tu te situes et ton budget, que tu aies beaucoup de budget, que tu aies une notion forte de propriété ou que tu cherches juste un instrument financier, on puisse t'accompagner dans un projet d'investissement. Ok, très intéressant. Avant d'aller sur la suite et de comprendre vraiment la vision de Stonis et comment vous voulez développer l'entreprise, j'ai une petite question sur le marché de Marrakech en particulier et peut-être le marché marocain. Je comprends que tu disais que donc, parfois les valorisations étaient très intéressantes après le Covid. En ce moment, elles ont augmenté. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on a un niveau de valorisation qui est logique, qui est trop élevé, qui est bas et comment tu penses que ça va évoluer? La question qui est aussi un peu reliée à ça, c'est lorsqu'on investit à Marrakech ou dans d'autres villes, quelles sont les opportunités ensuite si on veut revendre les appartements? Est-ce que le marché est assez liquide pour pouvoir les revendre et dans quelles conditions? Okay. Alors, beaucoup pensent qu'il y a une bulle immobilière autour de Marrakech. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'on a simplement une augmentation du prix au mètre carré qui est liée à la demande. Une bulle, c'est lorsque c'est décorrélé de tout rendement. Si aujourd'hui, on avait des rendements de 3%, lorsqu'on achète de l'immobilier, oui, on serait sur une bulle immobilière parce que là, le prix au mètre carré serait beaucoup trop élevé par rapport à combien on pourrait gagner. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, faire plus de 10% de rentabilité brute, c'est chose aisée aujourd'hui, à Marrakech. De plus, contrairement à d'autres villes, Marrakech, c'est une ville qui s'étend. Donc, en fait, hormis les quartiers historiques, où là, on va avoir un prix au mètre carré qui va augmenter au fur et à mesure parce qu'on ne peut plus s'étendre, les autres quartiers s'étendent au fur et à mesure. Si on regarde la taille de Marrakech sur les 10 dernières années, ça ne fait que s'agrandir et qu'il y a des nouveaux quartiers qui se créent année après année. Donc, on va avoir une augmentation du prix du mètre carré là où le foncier se fait rare. Donc, les quartiers historiques de Marrakech, la Médina pour les riads, Guilis, Victor Hugo, Majorelle et l'Hivernage, ou alors sur les nouvelles routes très en vogue en ce moment. Par exemple, la route d'Amizmiz ou la route de Tahnaout. D'accord. Ça, c'est des zones dans lesquelles, qui restent centrales, où il y a beaucoup d'intérêt pour les routes qui sortent de Marrakech et où tu penses que les prix sont au bon niveau du fait du rendement et vont rester au bon niveau. Ok. Quelle est la suite du coup pour Stonis? Quels sont les objectifs? Est-ce que pour l'instant vous investissez seulement à Marrakech? Est-ce que vous comptez aller dans d'autres villes? Voilà, quelles sont les prochaines étapes et quelle est votre vision? Alors, on a pour vision d'aller sur d'autres villes. Aujourd'hui, on travaille. Donc, initialement, on a juste démarré sur le fractionné avec des appartements divisés. Aujourd'hui, du coup, on a 3 services, le fractionné, le co-investissement et le clé en main. Et on travaille sur 3 produits différents, des appartements divisés, des villas à construire et des riads à rénover. Notre vision, c'est de ne pas être uniquement sur Marrakech, mais d'être sur l'intégralité, ou en tout cas sur les villes qui nous paraissent les plus intéressantes sur le territoire marocain, mais pas seulement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aller dans les pays en développement où le prix au mètre carré est peu cher, où la tension locative est forte pour pouvoir profiter d'opportunités de marché. Donc, ce qu'on souhaite avec Stonis, c'est vraiment créer une belle aventure et qu'on devienne tiers de confiance pour l'investissement immobilier à l'étranger, peu importe ce qu'on souhaite, un placement financier, du co-investissement ou du clé en main. Ok. Si je reviens sur les prochaines étapes, notamment en termes de ville, vous avez éprouvé votre modèle à Marrakech avec des belles rentabilités. Quelles sont les 2-3 prochaines villes, si on reste sur le Maroc, qui vous semblent intéressantes et pourquoi? On aimerait beaucoup travailler sur Casablanca, parce que c'est une ville où le marché est très liquide, il y a beaucoup de demandes, et surtout il y a des modes d'exploitation qui n'ont pas encore été exploités et que j'aimerais bien tester dans cette ville-là, notamment le co-living. En fait, on va avoir beaucoup d'étudiants d'Afrique subsaharienne qui vont étudier, par exemple, à Casablanca. Et en règle générale, lorsqu'on va étudier, ce que les écoles recherchent, c'est de créer une vie de communauté. Et donc, le fait de pouvoir collaborer avec des écoles directement en proposant du co-living. Donc, le co-living, qu'est-ce que c'est? C'est on va prendre une grande maison, une grande villa, par exemple. On va créer des espaces communs extraordinaires, un immense salon, une très belle cuisine, une salle de sport, une piscine ou autre qui va créer une vie de communauté. Mais chaque personne va également avoir son petit espace. Donc, ils vont avoir leur propre suite avec leur propre salle de bain. Pourquoi pas, dans certains cas, leur propre kitchenette. Ce qui permet d'avoir de l'intimité, mais d'être en même temps dans une vie de communauté.
Et ça, je pense que c'est notamment un type de produit ou de mode d'exploitation qui n'existe pas, qui n'est pas très développé et qui mérite d'être creusé, mais également plein d'autres choses qui fonctionnent assez simplement, comme juste de la location courte durée ou même de l'achat-revente et de la construction. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose, c'est en voulant moi-même me loger sur Marrakech, c'est que le marché de la longue durée est très, très, très tendu. D'accord. Pour trouver des produits avec des standings intéressants, au final, c'est pas si facile que ça. Et ça, je pense que c'est un des effets négatifs de la location courte durée, c'est qu'aujourd'hui, les propriétaires ont beaucoup plus vocation à souhaiter faire de la location courte durée parce que tu as moins de risques d'impayés. Tu peux, dans certains cas, te retrouver avec une rentabilité qui est plus élevée qu'en faisant de la location longue durée. Et donc, ça fait qu'il y a de moins en moins de produits intéressants disponibles pour la location longue durée. Et lorsqu'il y en a, les personnes se jettent dessus et ça part comme des petits pains. Et ça, c'est des choses que tu pourrais faire à Marrakech ou à Casablanca aussi? Complètement. Okay. Et sur d'autres villes au Maroc touristiques comme Agadir ou Dakhla, c'est des choses vers lesquelles vous voulez aller également? Plus Tanger, si on doit choisir une troisième ville aujourd'hui. Agadir, c'est pas une ville sur laquelle on se projette. On se projetterait plus dans la province d'Agadir, par exemple vers Tarazout, vers Imsouane. Et Dakhla, c'est une ville que j'ai envie de tester, mais à titre personnel d'abord, avant de pouvoir la proposer chez Stonies. Donc j'aime bien d'abord tester les choses par moi-même avant de la proposer à mes clients. Comme tu as fait à Marrakech finalement. Exactement. Ok. J'avais d'autres petites questions avant de conclure pour élargir un peu. Il y a deux petites choses sur lesquelles je voulais revenir. D'abord, si on reste sur Stonies et sur ce que tu fais, moi je t'ai dit, je t'ai rencontré à travers la création de contenu. Quelle est l'importance des réseaux sociaux dans ton business et quelle importance tu donnes à cette production de contenu? Comment tu as commencé et pourquoi tu le fais? Je suis quelqu'un qui a toujours aimé transmettre. Donc, j'ai parlé de mes expériences professionnelles en gros sur la partie salariale, mais il faut savoir que pendant que j'étais chez Pledzi, chez Textmaster ou même chez HubSpot, j'ai toujours fait quelque chose à côté. Donc, j'ai par exemple lancé des projets d'e-commerce qui m'ont permis de générer quelques centaines de milliers d'euros. Donc, en fait, comme je t'ai dit à la base, ma passion, c'est le marketing. Mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment faire du marketing. Okay. Donc, j'avais ce petit truc où je souhaitais voir ce que c'était. Et du coup, lorsque j'avais du temps libre, je me suis dit, tiens, je vais tester l'e-commerce et comme ça, je vais comprendre c'est quoi de faire de l'acquisition, c'est quoi de faire de la logistique de produits, etc. Donc, j'ai des projets qui ont plutôt bien fonctionné et que j'ai tenus pendant 6 mois, 1 an, qui m'ont permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais également, une autre expérience que j'avais, c'était d'être professeur. Et donc, je donnais des cours de vente. Ok. Aujourd'hui, ça s'appelle Akimbo, mais auparavant, ça s'appelait Human School. D'accord. Et là, tu étais coach, professeur en sales. Exactement. Et du coup, j'ai toujours eu cette notion de transmettre, même lorsque j'étais plus jeune. J'adorais prendre mes camarades de classe et les réunir dans des groupes de travail pour les faire réviser avant les examens. En fait, pour moi, tu ne sais jamais mieux quelque chose que quand tu l'expliques. D'accord. Donc, lorsque tu arrives à l'expliquer, c'est que toi-même, tu l'as intégré pour que ça soit clair. Dès que c'est limpide pour toi, tu arrives à faire en sorte que ça soit limpide pour les autres. Ok. Et donc, pour moi, créer du contenu, ça me permet de transmettre du savoir, de permettre à d'autres personnes de pouvoir peut-être répliquer mon modèle et faire d'autres choses. D'un certain côté, de peut-être chercher à inspirer, mais il y a également une notion business qui est assez évidente. Forcément, de démontrer mon expertise, ça crée de la confiance et ça fait que des personnes peuvent être intéressées pour venir me voir et que je les accompagne dans leurs projets. À quel point c'est intéressant d'un point de vue business pour moi de créer du contenu? Aujourd'hui, on ne fait pas encore de publicité. Stonies, ça fait à peu près 3 mois qu'on a lancé l'entreprise. Aujourd'hui, on a généré plus de 1000 leads en organique, donc de manière naturelle. Grâce au contenu. Uniquement grâce au contenu. Okay. Donc là, on se développe également sur de la stratégie SEO. On est en train de développer pas mal de choses là-dessus. Mais aujourd'hui, 95% de notre business, si ce n'est 100% de notre business vient de la création de contenu. Ok, très intéressant. Il y a un autre sujet qui m'a interpellé, qui est un peu relié. J'ai vu qu'il y a 2-3 ans, ou peut-être un peu plus, tu étais revenu en part-time aux études, entre guillemets. Tu avais suivi une formation en parallèle, alors je ne sais plus si c'était en parallèle de HubSpot ou de Textmaster, ou peut-être même avant, où tu as fait un parcours de International Business. Alors après coup, on a l'impression que ça préparait Stonies, mais peut-être que pas forcément, vu que c'était il y a 2-3 ans. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu avais un job, donc c'était sur le côté, donc ça devait être compliqué. Mais pourquoi tu as choisi de revenir aux études?
Pourquoi j'ai choisi de revenir aux études et plus spécifiquement à l'ESCP? Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'une famille qui est très modeste, où je suis la première personne de toutes nos générations à avoir dépassé le bac. Donc, je n'ai pas été quelqu'un qui a été guidé dans des choix d'études spécifiques. Donc, j'ai dû apprendre par moi-même c'était quoi des bonnes études. Et en fait, lorsque je suis arrivé en seconde année d'école de commerce et que je voyais mes camarades qui avaient un peu de mal à trouver des stages intéressants, c'est là où je me suis dit, ah, il y a un petit problème. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait un classement d'école et que ça définissait beaucoup tes choix de carrière. Et c'est là où je me suis dit, OK, je pense que j'ai fait une bêtise et que je ne suis pas forcément à la bonne place par rapport aux ambitions que j'ai. Donc, lorsque j'étais chez Textmaster, j'ai souhaité reprendre des études à l'ESCP, qui est une école qui est plutôt bien réputée, pour pouvoir améliorer mon CV en règle générale, mais surtout préparer ma future aventure entrepreneuriale. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part et c'est relié. C'est complètement relié. En fait, étant donné que je commençais à évoluer dans des milieux de start-up, je voyais ce qui se passait. Ouais. Pour pouvoir lancer une belle aventure et pouvoir lever des fonds, il y a des codes en règle générale. 85 voire 90% des levées de fonds qui sont réalisées dans des boîtes c'est des gens en d'école France, de commerce, c'est des gens d'école de commerce, école d'ingé. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, je pars pas avec un bon bagage pour pouvoir réussir mes ambitions. Donc il va falloir que je retravaille mon profil pour être un peu sexy. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le ESCP. Bien évidemment, j'ai appris pas mal de choses. J'ai rencontré des personnes incroyables. Mais c'est juste pour créer davantage de confiance aussi par rapport à mon profil. Génial, ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans, je sais pas, 3-5 ans avec Stonies? Que Stonies soit un nom qu'on reconnaît lorsqu'on parle d'investissement immobilier, qu'on devienne incontournable, qu'on soit reconnu pour notre qualité de service et que surtout, notre vecteur principal de clients soit le bouche à oreille. Donc pour ça, on met vraiment l'accent sur l'expérience client. La preuve de la satisfaction client. Exactement. Ouais. En fait, on souhaite avoir un service client, une expérience client tellement incroyable que nos clients soient obligés de parler de nous. Ok, magnifique. Merci beaucoup. Peut-être avant de finir, où est-ce que les gens peuvent te contacter ou s'ils s'intéressent à Stonies? Ils peuvent me contacter sur Instagram ou sur TikTok directement, othmane.elz, othmane.elz. Ou alors m'envoyer un petit mail sur Stonies, othmane@stonies.co. Magnifique. Merci beaucoup. Nous, on se rejoint pour du coup le prochain épisode. Et merci beaucoup, Othmane, d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci. Merci pour l'invitation.